D'abord, il faut dire aux compatriotes du RDPC que ce que fait l'honorable Nietzsche dépasse largement les 8 millions de micro-projets. Et d'ailleurs, les populations sont d'accord avec ce que fait l'honorable Nietzsche. C'est pour cela qu'elle lui renouvelle. Elle lui renouvelle. Ne soyez pas tendus. Permettez. L'honorable Nietzsche a sauvé les milliards de francs dans presque tous les ministères. Presque tous les ministères. Ça dépasse largement les 8 millions de micro-projets qui sont d'ailleurs quelque chose que le SDF souhaite qu'on enlève. Parce que ce n'est pas le rôle du député de faire des puits, de faire des forages, de faire ceci. Le rôle du député, contrôler l'action du gouvernemental et voter les lois. Voilà les deux rôles. Les populations n'ont pas besoin de ça. C'est pour faire quoi? Le RDPC, ne vous énervez pas. Donc, on se calme. Il faut écouter tout à l'heure. Deux rôles essentiels et que l'honorable Nietzsche fait à fond. Voter les lois et puis contrôler l'action du gouvernement. Et il le fait. Et d'ailleurs, pour le courrier qu'il a envoyé aujourd'hui, une fois de plus, ça pose un problème parce que je me suis demandé, les 55 milliards, est-ce qu'ils n'étaient pas inclus dans la loi des finances? Et là, ça pose véritablement le problème de la traçabilité des finances publiques. Comment est-ce qu'un député n'est pas au courant, et je suis sûr que plusieurs députés ne sont pas au courant des 55 milliards. Il faudrait donc justement que le SGPR nous explique comment est-ce qu'on est arrivé à 55 milliards. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et là, je réponds aux compatriotes du RDPC. On n'infantilise pas un chef de l'État. Le chef de l'État, il a un représentant qui est le sous-préfet dans un arrondissement et c'est lui qui est censé résoudre un certain nombre de problèmes à ce niveau. Si tout le monde aujourd'hui a un souci et qu'il s'adresse au chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a une naissance de triplets, on dit le président de la République et son épouse, ça pose le problème réel de la situation des Camerounais et de la communication qu'on a faite autour du président de la République, donnant l'impression qu'il est l'alpha et l'oméga de ce pays. La première dame a souvent répondu favorablement à ces appels. Oui, et justement parce que les Camerounais sont dans la misère. Et il y a des ministres qui sont spécialisés dans ces affaires. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a donné 2 milliards. Aujourd'hui, il a donné 1 milliard. Que le président a donné 1 milliard. Tel jour, il a donné 10 milliards. Mais le président, il prend cet argent où? Il faut que ce type de communication s'arrête pour que les problèmes tels que ceux évoqués s'arrêtent aussi. C'est pour cela que nous disons, une fois de plus, et je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit, que le président aujourd'hui n'est plus dans la capacité de gouverner. C'est connu, c'est sûr de tout le monde. Et dire le contraire, c'est être hypocrite et vouloir... C'est vous qui avez construit le stade? Le stade. Nous, on a ça du Japoma, on a le complexe de Misport de donc, il faudrait que le chef de l'État, il faudrait qu'on se batte pour que le chef de l'État aille se reposer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son nom abusivement et n'importe comment pour faire tous les gaffes qu'on constate. Et la République n'avance pas. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est là, et c'est pour cela, lui-même a parlé d'une transition générationnelle. Je ne sais pas s'il y croit, mais toujours est-il dit qu'elle est importante. Voilà les gaffes que nous avons. Et je dis donc que le SGPR doit répondre à l'honorable Nietzsche, et dans le SDF nouveau que nous voulons, nous n'allons plus nous arrêter uniquement au simple courrier. Nous allons être plus proactifs pour qu'il y ait des réponses idoines aux solutions des Camerounais. Ok. Charles Mongamuyeme, on a vu des bibles dans les cartables des élèves. Et des élèves qui lèvent les bras en présence du sous-préfet. Oui. Cette image-là montre le niveau de déliquescence de l'éducation au Cameroun. Nous savons tous que nous avons de très gros problèmes d'éducation. Oui. Parce que la situation socio-économique amène les parents aujourd'hui
à ne plus avoir le temps d'éduquer l'enfant. Les enfants ont un semblant d'instruction qui est même imposé de l'extérieur parce qu'on n'étudie pas ce qui nous est utile. Tous ceux qui sont des pédagogues peuvent vous le dire. Et on a donc aujourd'hui des enfants qui grandissent tout seuls dans un environnement tel que nous le connaissons aujourd'hui, où il y a de la surcommunication. Ils sont matraqués par un certain nombre de choses, les films, les vidéos, les androïdes, etc. Et malheureusement, les parents sont obligés de sortir tous. Depuis qu'on nous parle du code de la famille, on ne consulte même pas. Parce que un pays qui est dans cet état, sur le plan moral, sur le plan éthique, quand vous avez des enfants en dessous de 10 ans, logiquement, les deux parents ne doivent pas travailler à temps plein. Il en faut forcément un maison pour éduquer les enfants. Parce qu'on est dans une situation, aller dans les établissements scolaires, assister à un conseil de discipline, vous allez pleurer. Vous voyez des jeunes enfants, ils sont dealers de drogue. Et on leur demande en plein conseil que, mais qu'est-ce que vous faites avec la drogue? Quand vous fumez ça, ça vous donne quoi? Il dit, ça nous fatigue. Et l'autre dit, moi, ça me donne le courage de faire ce que je ne peux pas faire normalement. Quand vous écoutez ça de petits enfants de 15 ans, 14 ans, vous pensez qu'il ne faut pas se retourner vers leur éducation? Il y a un gros problème. Mais beaucoup disent aussi qu'il faut que les deux parents travaillent pour avoir quelque chose à la fin du mois. Qui va élever? C'est pour ça que je dis que c'est le contexte socio-économique qui pousse les parents à sortir tous les deux à 6 h du matin et à revenir à 22 h. Vous pensez que quand vous êtes sortis à 6 h, vous revenez à 22 h, qu'est-ce que les enfants sont en train de faire? Qui les éduque? Parfois, on va chercher d'autres enfants pour encadrer des enfants. C'est-à-dire, on va, certaines familles allaient dans les zones du nord-ouest, sud-ouest, etc., pêcher des jeunes filles qui elles-mêmes ont 10, 11 ans pour venir encadrer des enfants de 6 ans. Un enfant peut encadrer un enfant. On a de gros problèmes d'éducation. Et comme il n'y a pas d'exemple, parce que c'est cela aussi, quand vous regardez autour de vous, ces enfants sont intelligents, ils ouvrent la télé, ils regardent, ils voient que les grands-parents ne respectent pas le minimum. Des gens qui sont vieux, qui devaient les sermonner quand ils ne respectent pas les petites règles à la maison. Eux-mêmes ne sont pas en train de respecter les choses minimales. Des tests qu'ils font eux-mêmes, ils ne respectent pas. On les traite de voleurs, on les met à Kondengui, on les met à Newbel pour détournement de deniers. Le problème de Bounadi, dont on vient de parler là, c'est quoi? C'est l'accumulation. Les gens oublient même que c'est dans cette terre-là qu'on va les enterrer. Ils s'entretuent pour ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de système de pensée. Vous ne pouvez pas habiter 3-4 maisons en même temps. Vous ne pouvez pas conduire 5 voitures en même temps. Mais quelle est cette course à l'accumulation? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une loi sur l'enrichissement illicite pour qu'on n'ait pas des super riches qui viennent détruire les pauvres à tout bout de champ? Parce que, et quand vous mettez donc, quand vous avez ce type de problème, Serge Alain, et vous réalisez que vous êtes en train de mettre 218 milliards pour le divertissement dans un stade. Plus 35 milliards. Plus même. Plus. Parce que pour la CAN, c'est plus de 2000 milliards qu'on va dépenser. Et vous réalisez que des questions de titres fonciers, que de l'informatisation avec tout ce que l'informatique peut apporter pour sécuriser ce genre de phénomène, pour qu'on n'ait plus ce type de choses, de double titre foncier, chacun présente son titre foncier pour la même terre. Vous pensez qu'il faut combien pour informatiser ces services-là? On a les mêmes problèmes pour l'état civil. On a les mêmes problèmes. Des choses qu'on pouvait informatiser tranquillement avec moins que ça. Ce qu'on est en train de mettre sur des stades, nous dit-on, on sera prêt à organiser une Coupe du Monde. Parce que vous pensez que la Coupe du Monde, c'est seulement le terrain, le gazon. Vous ne savez pas qu'il faut mettre toutes vos infrastructures au même niveau. Moi, je pense que le problème de ces enfants est grave. Et une société qui laisse ses enfants dépérir, qui abrutit sa jeunesse, on arrive à la situation où on est aujourd'hui, où on envoie des jeunes aller défendre les travers des parents. Regardez les plateaux de télé, c'est souvent des jeunes qui viennent défendre la gabegie Suivez mon regard. Ils sont jeunes.
C'est eux qui devaient nous dire que monsieur, t'es pissé. Sortez de là, laissez-nous gérer parce que vous nous avez fait plonger dans un abîme. Non. C'est eux qui viennent vous dire que non, c'est bon et tout. Et ça sort de ce que un professeur camerounais, Kouma Doumbé, appelle le génocide intellectuel. Moi, j'ajoute toujours intellectuel et éthique qui sévit au Cameroun. Et c'est pour ça que les enfants, ils grandissent aujourd'hui en fumant la drogue en 6e. Ils ont des comprimés de 100 francs qu'ils prennent pour être courageux. Pourquoi ils font ça? Parce que quand vous allez dans les établissements scolaires, l'État lui-même, qui dit à quelqu'un qui veut faire un collège qu'il faut des structures de sport, allez regarder les établissements publics qui ont des structures de sport. Qu'est-ce qui va occuper l'enfant s'il ne peut pas faire du sport? Il n'y a plus des orchestres dans les lycées. Vous arrivez, il n'y a pas d'instruments. Il n'y a rien du tout. Quand ils ne font pas cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à ruminer des choses. Donc il faut vraiment qu'on prenne cette affaire au sérieux parce que c'est très très grave ce qui se passe avec nos enfants. Emmanuel Kounié, je vais vous poser une question. Après, on a Japoma, on aura forcément le complexe sportif d'Olembe. Comment rentabiliser toutes ces structures après la CAN de janvier 2022? Vous pensez que les gens qui n'ont pas de projet, pour pouvoir rentabiliser un certain nombre de choses, vont pouvoir, n'est-ce pas, concevoir quoi pour rentabiliser, n'est-ce pas, ces stades. Ces stades, je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, constituera plutôt un problème. Ça va ressembler à la Camer. Parce qu'on va nommer un directeur général du stade de Japoma ou d'Olembe. Il va y aller et il n'aura pas de recette. Il va avoir un instrument qui ne peut pas être rentabilisé. Et tout ce qu'il va faire, c'est demander la subvention de l'État. Il va avoir du personnel. Les gens vont commencer à envoyer les gens pour qu'on les recrute. Ils vont se retrouver là-bas avec 100 personnes, sans un autre outil de production. Ils ne pourront pas être capables de concevoir des produits d'appel qui puissent permettre aux gens de venir, n'est-ce pas, faire en sorte que cet environnement-là qu'on a créé soit fonctionnel. Et on va se retrouver dans la même situation que nous avons vu à la Camer, et puis ça va donner les mêmes causes, vont produire les mêmes effets. Compression, changement de directeur, etc., etc. Et c'est une perte de temps. Moi, je crois que nous avons suffisamment parlé de cette affaire. C'est une faute, pour ma part, que de construire des stades monumentaux comme ça, dans un environnement où le sport n'est pas suffisamment développé. On a parlé tout à l'heure, Charles parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, du cyclisme, de la natation. Alors vous avez des piscines. On pourrait peut-être organiser des championnats africains. Oui, mais ces enfants se seront préparés où? Et nous, on le sait. L'enfant se prépare où? Est-ce que nous avons une équipe de natation? Et nous n'avons pas d'équipe de natation. Nous avons fait quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du tape à l'œil, mais je crois qu'on aurait mieux fait, n'est-ce pas, de faire autrement. Maintenant, c'est déjà là, on ne peut pas faire autrement, mais il faut commencer la réflexion. Comment faire donc pour commencer la réflexion pour que ça soit un pôle économique. Voilà. Que ce soit un pôle économique. Et je peux vous garantir que ces gens-là qui nous gouvernent, je suis presque certain qu'ils n'ont pas la capacité de créer un pôle économique parce qu'ils n'ont prouvé nulle part. Et puis je veux dire un petit mot. Oui. Je veux dire un petit mot sur le cas de Bonadibon. Oui, Bonadibon. Vous ne pouvez pas être dans une ville où les maires et les maires ne savent même pas quelles sont les limites de leur arrondissement. Ouais. Quand l'avion est tombé à Douala 3e, le gouverneur, les gens sont allés là-bas, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un quartier là-bas. Même le maire de la ville s'étonne de voir qu'il y a même des petits commerces là-bas, donc ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quand est-ce que les gens s'installent. Donc, quand l'urbanisation vient après l'occupation du sol, c'est-à-dire quand l'occupation du sol précède l'urbanisation, ça donne ça. Et puis, vous allez voir, j'ai discuté avec un responsable de la communauté humaine qui me disait que pour 600 km de drain à Douala, il y a à peine 140, 150 km construits. Ça veut dire qu'il faut construire ces drains-là. Dans la ville d'Abidjan, ils ont presque la même chose, mais tous ces drains sont construits. Et quand vous regardez le budget de la communauté urbaine de Douala, 54, 57 milliards de francs, pour une population de près de 5 millions. Abidjan, le district autonome d'Abidjan, qui est la ville d'Abidjan, a près de 200 milliards. Donc vous voyez donc que pendant ce temps, on va aller sortir 300 milliards pour construire un stade. Alors que la ville elle-même a un budget de 50 quelque chose de milliards. Et le personnel d'environ 2000 personnes qui travaillent à la communauté urbaine de Douala, qui a 6 arrondissements. Alors, vous pensez que 2000 personnes peuvent faire quoi?
Si on les répartit par arrondissement, il y aura combien de personnes à la communauté urbaine pour surveiller, pour travailler dans un arrondissement. Donc il y a un déficit de tout. Okay. Et pendant ce temps, les gens prennent 2000 milliards pour investir dans du béton, le béton qui vient de l'étranger. Et puis, quand vous regardez même cet investissement, vous vous rendez compte que la part qui revient au Camerounais, c'est-à-dire que les Camerounais ont gagné là-dedans, c'est sensiblement égal à zéro. Puisque le béton vient de l'étranger, on achète tout et ça repart. Et ces gens-là, je voudrais vous dire, tous ces gens qui viennent ici, on les paye en devises. C'est-à-dire tous ces marchés-là. Dans le marché même, on dit en quelle devise on vous paye. Donc les paye en devises, ça provoque l'évasion de nos devises. Et nous nous rendons compte que ces gens sont tout simplement en train de provoquer une sorte de je ne sais pas si on peut appeler ça gabégie, d'érosion économique. Je ne sais pas s'ils ont mesuré la portée. Ok. Comment on va faire après la Coupe d'Afrique des Nations en janvier? Il faut me dire, monsieur Kouni, que... Pour rentabiliser Japoma et Olembe. Oui. Comment on fait? Je voulais lui rassurer de ce qui doit être fait. Il faut lui dire que la CAF a sollicité le Cameroun pour la finale de la Champions League africaine. Ça fait quoi? Je vous dis parce que vous n'êtes pas informé. Ça fait quoi donc? Je vous dis parce que vous n'êtes pas informé. Économiquement, ça rapporte quoi? S'il vous plaît, permettez. Sur le PIB Permettez, je parle. Tout à l'heure, tu dis des choses inutiles. Je vous l'ai écouté. Laissez-moi, je parle. Alors, quand vous parlez de la rentabilité, si déjà au moins la CAF sollicite le Cameroun pour la Champions League africaine, ça veut dire que nous avons des infrastructures qui peuvent quand même les permettre de jouer quand même cette finale de haut niveau. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'une finale de la Champions League africaine ne peut rien apporter au Cameroun. Et il faut dire, à chaque moment, j'entends tous des mots qui n'avantagent pas les Camerounais. Des infrastructures telles que Japoma, vous savez ce que ça peut apporter au Cameroun en termes d'apport? Moi, je crois qu'à tout moment, quand il y a un développement de ce type... Ça peut apporter quoi donc? Pas mal de choses. Quoi? Vous n'allez pas dire que le conseil qui se fait ou ce qu'on a vu ne peut pas apporter en termes au gouvernement camerounais. Alors, nous avions au niveau de Japoma, au niveau de l'Olembe, 70, il faut le dire aux Camerounais, parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'information. Tu n'en sais rien. Vous n'avez pas l'information. Je vais vous dire qu'il y a quand même le complexe rassemble l'hôtel de 5 étoiles. Et alors? Au stade olympique. 5 étoiles, quand même, nous recevons pas mal de personnes. Ça apporte en termes d'investissement au Cameroun. Nous avions 70 chambres au niveau du stade olympique. Vous n'avez pas l'information. Qu'est-ce que je fais avec vous? Moi, je vous dis alors, ceux qui ont l'habitude d'aller dormir quand même dans des hôtels de... Ça apporte quoi au produit intérieur brut du Cameroun? Tout le tralala que tu racontes là, ça apporte quoi au Cameroun? Pendant le champ, vous savez ce que ça a apporté au Cameroun? Ça apportait quoi? Ça m'a rien apporté au Camerounais? Ça apportait quoi? Dites-moi savoir, le champ que nous avons en Cameroun, ça apporté. Ça apportait quoi? Au-delà de la visibilité, au-delà de l'engouement que nous avons eu, même en termes d'investissement, on a vu comment les Camerounais se sont comportés pendant... On dansait. Non, au-delà de danser. On a perdu 4-0. La plupart de nos compatriotes, je n'ai jamais entendu que l'équipe a perdu 4-0 dans au-delà du football. On parle au-delà du football. Oui, au-delà du football. En termes d'investissement, tous ceux qui ont investi autour du stade de Japoma, on a vu ce qu'ils ont eu. Ils ont investi quoi? Non. Moi, j'ai vu aucun investissement là-bas. Non, ils ont eu. Qui a investi quoi? La plupart de nos compatriotes qui vivent autour de... Qui a aucun investissement? Ils ont trouvé, chaque Camerounais a trouvé son compte au niveau de Japoma. C'est parce qu'il y avait la compétition. Maintenant, vous êtes en train de reprocher au gouvernement qu'on a investi que de 218 milliards. C'est la même chose que vous avez dit lorsqu'on était en train d'investir au niveau de Japoma. C'est la même chose que vous avez dit lorsqu'on était en train d'investir au sein du complexe de Bepanda. Je crois que pour une fois, acceptez au moins ce qui est bien. Monsieur Kouni, vous avez dit quelque chose de cruel. Je voudrais vous dire et vous rassurer. Au moment où on investit des sommes énormes dans notre pays, parlant de Olembe au Japoma, il est important de dire aux Camerounais qu'en ce moment précis, ça apporte, et en termes de rendement et en termes d'entretien, ça va quand même permettre à des jeunes Camerounais, ça va permettre à des jeunes Camerounais d'avoir de l'emploi. Pas du tout. Effectivement. Merci. Ils ne pourront pas entretenir. Je voulais finir en disant quand même à ceux qui pensent que les jeunes ne peuvent pas venir défendre le projet de le chef de l'État. Nous, on est prêts. Quand le chef de l'État parle de la transition générationnelle, il parle de nous. Nous avons le devoir de dire à nos camarades, de nous dire aux jeunes ce que le chef de l'État fait. Et tant que ça doit être fait ainsi, nous allons continuer à vous dire que vous allez échouer et dire à vous et à vos camarades que vous devez cesser. Parce qu'en fait, quand vous... Sinon, non, vous allez... on ne cesse pas.
Non, vous l'avez raté. Vous l'avez passé. Quand vous avez raté, vous passez le temps à échouer. Merci, Willy Kenye. Il faut vraiment arrêter ça. Qui n'avantage pas. Merci. Vous ne connaissez même pas et vous allez arrêter ça. Merci, Willy Kenye. Rapidement, je voulais juste dire, et j'ai évité de citer un certain nombre d'œuvres faites par l'honorable Miché. Je peux prendre juste un cas, un forage au niveau de Ndorpassi, Carrefour, au 14e. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il a pris 8 millions pendant 10 ans. C'est une vérité. On n'est pas au marché central, ça, Gerlin. Il faut dire qu'on n'est pas au marché central. Deuxième chose, c'est que je continue à persister qu'aujourd'hui, il faut accompagner le président vers la sortie. Ça va nous aider. Ok. Dernière chose, c'est que l'investissement sera très difficile. Parce que nous n'avons pas de président de FECAFOOT, nous n'avons pas de championnat, nous n'avons pas de joueurs, ainsi de suite. Ailleurs, on fait ses œuvres quand on a tout cet environnement. Ici, on n'a rien, on a les stades. On aura plus de championnat, selon vous? Ça ne va pas démarrer? La sortie de crise, là, c'est comment ça? Vous avez dit comment le... Oui, Charles, rapidement, comment rentabiliser, vous qui êtes... La rentabilisation de ces deux gros complexes, de ce type de complexe œuvres-là ne relève pas d'une invention. Pour rentabiliser un stade de foot, il faut l'activité. C'est une ère de spectacle. Okay. Donc il faut du spectacle. Quelle est la situation du spectacle au Cameroun aujourd'hui? Quand vous parlez du spectacle de musique, vous avez vu la situation des artistes? Vous avez vu le tollé qu'ils ont soulevé quand Fally Ipupa faisait un concert où on vendait de l'eau à 20 000. Vous avez vu la bouteille d'eau à 20 000. Vous avez vu comment les artistes se sont plaints. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre pour les droits d'auteur, etc. Le niveau du spectacle est quasi nul. Je ne parlerai que de la musique parce que les autres, le théâtre, vraiment... Le cinéma, il n'y a même plus de société de distribution de films, comme nous avons connu Comasiko, etc. Donc, je pense que il va rester quoi? Les églises. C'est les églises là, qui font leurs assemblées dans les stades et tout ça, qui payent pour qu'elles passent 2 ou 3 jours pour une recollection, pour un pèlerinage de leurs militants. Mais ça va détériorer le stade. Charles, vous qui êtes bien calé en matière de foot, il y a le Parc des Princes à Paris, et il y a le Stade de France à Saint-Denis, dans le 9-3. Oui, comment le stade... Est-ce qu'on peut s'inspirer de cette expérience-là? Oui, le Stade de France qui n'accueille que les matchs peut-être de rugby, des bleus, c'est avant de le construire qu'on devait penser à cela. Oui. Pas après. C'est avant. Parce que le championnat se joue le pays que Serge Alain est en train de citer, c'est un pays où le spectacle se porte bien. Oui. Que ce soit le spectacle du sport ou que ce soit le spectacle culturel, il se porte bien. Quand vous avez Maître Gims qui fait un concert, le Stade de France, vous sentez qu'il y a du public. Et le ticket ne coûte pas 1500 francs, c'est ça. Mais vous voyez la quantité de public. Quand vous prenez les équipes avec les supporters qui achètent toutes les places, assez souvent, jusqu'à la fin de la saison. Vous savez qu'il y a des clubs qui fonctionnent essentiellement avec les abonnements. Les abonnements. Quel est le club au Cameroun aujourd'hui? Et pour faire cela, ce spectacle-là, nous avons oublié au Cameroun l'acteur du spectacle, c'est-à-dire le joueur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de joueurs. On venait de voir un CHAN où c'était une catastrophe. Donc, on n'a pas de joueurs. Oui. On ne forme pas les musiciens. On n'a aucune école de musique. Il n'y a rien du tout. Vous faites des arènes de spectacle comme ça qui vont regarder les gens et les gens vont les regarder. Faire les selfies, comme il disait. Voilà. Mais les selfies, ça ne rapporte pas grand-chose. Merci Charles, merci à Aloïs Parfumboum. Bon retour à Yaoundé. Merci Willy Kenye. Merci Emmanuel Kounié. Merci. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la dernière de la semaine. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Olébé. Couples
venu de